La session spéciale des députés élus lors des dernières élections législatives a débuté aujourd'hui. L'élection du président de l'Assemblée nationale, la mise en place du bureau permanent ainsi que la désignation des chefs de commission n'ont pas encore eu lieu lors de cette première journée. Le nom d'un haut responsable a été souvent mentionné dans l'affaire de détournement de fonds du projet de building Lake Village Jivat pour le secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat. C'est en tant qu'entreprise privée que la soumission a été traitée. Dans l'actualité internationale, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le premier ministre polonais Donald Tusk ont signé lundi à Varsovie un accord de coopération dans le domaine de la sécurité entre leurs deux pays. La session spéciale des députés élus lors des dernières élections législatives a débuté aujourd'hui. La majorité des députés étaient présents, surtout les indépendants, ainsi que des représentants de plusieurs ministères, sauf le Premier ministre qui était absent. Rappelons qu'il y a un total de 84 députés de l'IRMAR, 51 indépendants, 21 issus de la plateforme Fransakid, 4 de la FIVOI, 1 du collectif An Malakas, 1 du Parti Vert et 1 du Parti GMP. Selon l'ordre du jour prévu, l'élection du président de l'Assemblée nationale aurait dû avoir lieu, mais elle a été reportée. Certains députés estiment que cela est dû au fait que les manœuvres politiques du régime ne sont pas encore finalisées. Après les discours, nous aurions dû procéder à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Cependant, selon les informations que j'ai pu recueillir jusqu'à ce matin, le régime n'est pas encore prêt. La question de qui sera à ce poste n'a pas encore été tranchée, ce qui explique cette nonchalance affichée à l'Assemblée nationale. Je souhaite attirer l'attention des dirigeants sur le fait que la législation au sein de l'Assemblée nationale ne devrait pas être négligée. Cette session est destinée à l'élection du président de l'Assemblée nationale, à la mise en place du bureau permanent, ainsi qu'à la désignation des chefs de commission. Jouer ainsi avec les affaires nationales n'est pas acceptable. Plusieurs jours avant le début de cette session spéciale, de nombreux députés indépendants ont exprimé leur soutien au régime en place. Cependant, certains députés estiment que cette décision ne respecte pas la volonté du peuple. À Antananarivo, comme dans de nombreuses autres capitales régionales, telles que Touamassn, les députés qui ne soutiennent pas le régime en place ont été élus en premier, tandis que ceux pro-régime arrivent en deuxième. Cela revêt plusieurs significations. C'est un message clair que le peuple souhaite transmettre pour exprimer leur mécontentement face à divers problèmes, tels que l'état des routes, le coût de la vie, les difficultés croissantes et l'appauvrissement. Ce message populaire ne peut être ignoré. Si nous avons été élus en tant qu'indépendants, il y a une raison à cela et il est essentiel de ne pas se retourner contre le peuple. Même si le nombre de députés indépendants qui nous soutiennent est limité, il est clair que nous resterons indépendants. Selon les explications, même si les députés de l'opposition n'ont pas obtenu la majorité, ils ont affirmé maintenir leur rôle de garde-fou en surveillant l'exécutif et en s'opposant aux injustices. Au programme de l'Assemblée nationale pour le moment, il y a la révision du règlement intérieur. Il a été décidé lors de la session d'aujourd'hui de former une commission ad hoc chargée de réviser les articles. Cette commission comprendra 13 députés de l'IRMAR, 8 indépendants, 3 députés de Fransakid et 1 député de la FIVOI. Après cela, l'Assemblée abordera d'autres questions à l'ordre du jour. Le fonds qui devrait permettre l'achèvement de la construction des buildings du Lake Village Jivat a été accaparé par l'entreprise d'un haut responsable, selon les révélations de la société qui a participé à la construction. Si le nom de ce haut responsable circule sous le manteau pour le secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat, c'est en tant qu'entreprise privée que la soumission a été traitée. Y a-t-il eu népotisme dans l'attribution du marché?
vu que le gouverneur est souvent cité. Cela peut être prouvé au niveau d'analogue et le ministère assure aussi le suivi. En tant qu'organisme rattaché, il suit donc la procédure des marchés publics. Les 3 sociétés adjudicataires du marché, il y a 3 ans, ont suivi la loi. Si par exemple, nous mettons en place une société civile immobilière en famille, je ne peux en être le dirigeant, vu que je suis ministre, mais je peux être actionnaire. Il n'a pas agi en tant que haut responsable étatique, mais en tant qu'entreprise privée, lorsqu'il a soumissionné. C'est ainsi que je le perçois. Ce sont des entreprises privées qui ont soumissionné. Il reste 3 buildings non construits. Si leur inauguration a été promise par Anjadwil pour le 26 juin 2023, il s'agit d'un problème entre la société en charge du projet et ses fournisseurs, et c'est à eux de le résoudre, a réagi le secrétaire d'État chargé des nouvelles villes et de l'habitat. 3 sociétés privées ont obtenu le marché pour ce projet. Les 2 premières ont déjà terminé intégralement leur travail, tandis que la 3e doit encore achever 3 autres immeubles. Il reste un attachement qui leur sera versé une fois tous les travaux terminés. Comme toutes les sociétés privées, elles ont des fournisseurs et des partenaires et la société rencontre actuellement des difficultés avec ses fournisseurs. Pour l'État, il s'agit d'une affaire relevant du secteur privé et il n'y a pas lieu de s'impliquer. Le devoir de l'État est de verser l'attachement après l'achèvement des travaux. La société a donc porté l'affaire devant le PAC. J'espère qu'elles pourront trouver une solution entre eux. Les observateurs se posent la question de savoir s'il n'y a pas de pratique de népotisme dans l'attribution des appels d'offres. La demande de libération provisoire de Sylvestre Mahavitara, député de Fanghaichan, n'a reçu aucune réponse claire, ni positive ni négative, selon son avocat, après sa comparution ce matin au tribunal. La chambre d'accusation du pacte de second degré n'est plus compétente pour juger l'affaire de ce député. Désormais, l'affaire relève de la compétence de la cour d'appel du PAC. Cependant, à ce jour, la lettre indiquant la date de ce procès n'a toujours pas été délivrée. Selon l'avocat, la demande de liberté provisoire de Sylvestre Mahavitara n'a plus été formulée en tant que citoyen ordinaire, mais en tant que député élu. La décision de la chambre d'accusation du PAC de second degré était qu'elle n'était plus compétente pour juger l'affaire, étant donné qu'un procès est prévu devant une instance supérieure pour le député Sylvestre Mahavitara. Cependant, à ce jour, nous n'avons pas été informés des détails de ce procès. Nous soulignons qu'il devrait bénéficier pleinement du statut et des droits qui lui sont accordés en tant que député élu. Les harcèlements et intimidations qu'il subit ne reflètent pas les principes républicains de la démocratie. Le choix du peuple doit être respecté. Rappelons que les habitants de Fanghaichan ont déjà manifesté pour exiger la libération du député qu'ils ont élu. Le Belge Roland Kobia, actuellement ambassadeur de l'Union européenne à Addis Abeba, également accrédité auprès de l'Union africaine, sera le nouvel ambassadeur de l'Union européenne à Madagascar. Il remplace à ses fonctions l'ambassadrice Isabelle Delattre-Berger, considérée persona non grata par le régime actuel, suite à ses critiques notamment sur l'absence d'entretien des routes dans le pays et sur la castration. D'après le site d'information Africa Intelligence, dans un esprit de normalisation, l'arrivée à Madagascar de Roland Kobia interviendra lors de l'exercice annuel de rotation des chefs de délégation en septembre. Le mandat de Roland Kobia à Addis Abeba a duré 3 ans. Auparavant, Roland Kobia a été l'envoyé spécial de l'UE en Afghanistan de 2017 à 2021, ainsi qu'au Myanmar. Il a aussi été conseiller diplomatique à la Commission européenne. Selon les OSC, la mauvaise gouvernance, la discontinuité des projets et la politisation de l'éducation sont les principales sources de problèmes rencontrés dans le secteur éducatif à Madagascar. Ces problèmes s'intensifient et pourraient avoir de graves conséquences pour l'avenir. Dans un premier temps, nous tenons à mettre l'accent
sur les enjeux auxquels les ministres en charge de l'éducation devraient répondre pour atteindre les qualités requises pour l'éducation à Madagascar. En effet, ces ministres devront cerner et être capables d'appréhender les multiples enjeux de l'éducation, à l'exemple de la complexité des relations et des jeux d'acteurs rendant l'application difficile et lente des politiques éducatives, le retard dans la rédaction et l'adoption des textes d'application de la LOCEM, la détérioration de la qualité de l'éducation illustrée par les statistiques alarmantes des compétences des enseignants, essentiellement communautaires. Selon l'enquête IPS Éducation, seuls 3,5% des enseignants maîtrisent le contenu de ce qu'ils doivent enseigner. La politisation à outrance de l'éducation impactant négativement sur l'accès et la qualité de l'éducation. La centralisation des ressources humaines, financières et matérielles, les retards importants dans l'atteinte des objectifs de l'agenda 2030 et l'élaboration urgente d'un nouveau plan sectoriel de l'éducation, tout en sachant capitaliser sur le contexte actuel et les consultations déjà entreprises jusqu'ici. Le ministère de l'Éducation fait partie des ministères ayant subi une coupe budgétaire, une situation qui réduit encore plus la qualité de l'éducation. Selon les explications, l'État n'est pas disposé à investir suffisamment d'argent pour les enseignants. En conséquence, seulement 3,5% des enseignants sont capables de maîtriser le contenu de ce qu'ils enseignent, selon un rapport de l'IPS Éducation. Combien d'argent parvient réellement aux écoles? La réponse est très peu, malgré le fait que le budget alloué à l'éducation soit le deuxième plus important dans le budget de l'État. Nous proposons donc d'augmenter le budget alloué directement aux écoles. Les caisses écoles ne sont pas suffisantes, bien que la loi stipule que l'éducation est gratuite. Cela devrait se traduire par une augmentation des budgets à la base. Actuellement, 80% des fonds publics sont alloués au niveau central et seulement 20% aux écoles locales. Nous devrions inverser cette répartition pour disposer des moyens nécessaires afin de dispenser une éducation de qualité pour tous à Madagascar. Le ministère de l'Éducation doit être dirigé par une personne compétente, indépendante de toute affiliation politique. À Madagascar, la politique éducative reste encore au stade de la planification sans mise en œuvre concrète. Lors de la formation du nouveau gouvernement, les OSC œuvrant pour l'éducation demandent la nomination de personnes véritablement attachées à l'éducation, qui est le pilier du développement. Les manifestations des habitants contre les coupures d'électricité et d'eau se succèdent. Après les protestations des résidents d'Anjununbe et Ambucharaab, ce sont aujourd'hui les habitants de Malsez, situés non loin de la société Chirama, qui sont descendus dans les rues et ont bloqué celle-ci. Les habitants et clients de la Jirama déplorent les nombreux dégâts causés par les coupures d'électricité. Les activités professionnelles sont paralysées, ce qui signifie une baisse des revenus. Le courant est coupé depuis hier à 15 h et la situation perdure jusqu'à maintenant. Ce n'est pas la première fois. Une coupure aussi prolongée a déjà eu lieu la semaine dernière, malgré notre proximité avec la Jirama. Le plus triste est que le montant de notre facture ne diminue pas, mais augmente. Le service fourni ne correspond pas à ce que nous payons. Nous travaillons dans la couture, mais cette situation nous cause des pertes financières considérables. Les coupures d'électricité ne se limitent pas à la capitale, mais touchent toutes les régions. Même les zones équipées de parcs solaires ne sont pas épargnées, car ces installations censées résoudre les problèmes d'électricité rencontrent également des dysfonctionnements ou sont à peine productives. Initialement, on attribuait les coupures de courant à une augmentation du nombre de clients de la Jirama, ce qui dépassait la capacité de production d'énergie.
Ensuite, on a invoqué la vétusté des équipements comme cause des interruptions. Plus tard, on a évoqué des problèmes administratifs, ce qui a conduit à la nomination d'un directeur général étranger pour diriger l'entreprise. Aujourd'hui, les coupures d'électricité s'intensifient et la Jirama met en avant le retard des navires transportant les carburants lourds nécessaires au fonctionnement des centrales thermiques de l'île comme nouvelle excuse. Il n'y a aucune explication claire de la part des responsables, ni d'excuses envers les clients qui payent pour un service de mauvaise qualité. La question demeure, le problème est-il si grave qu'il ne peut être résolu ou s'agit-il d'un manque de compétences en gestion? L'État doit changer sa stratégie pour contrôler les inventions de sauterelles dans le pays, a déclaré un expert en agriculture. Cette année, une invasion s'est produite en pleine saison froide, comme récemment à Mbuimasu, alors que ces incidents surviennent généralement au printemps ou en été. Selon l'expert, les changements climatiques et la déforestation en sont les principales causes. Il est crucial que l'État ajuste sa stratégie actuelle qui utilise des produits chimiques coûteux et néfastes pour l'environnement. Cette méthode représente également une menace pour d'autres insectes essentiels, comme les abeilles producteurs de miel dans la région de Matsatsambuni. La diminution des forêts qui deviennent des savanes facilite le déplacement des sauterelles. Au cours des 30 à 40 dernières années, c'est la lutte chimique qui a été utilisée contre ces invasions. Cela a des effets néfastes considérables sur l'environnement, car les insecticides utilisés tuent non seulement les sauterelles, mais également tous les autres insectes, mettant ainsi en danger les pollinisateurs essentiels. De plus, il y a des préoccupations concernant les effets sur la santé des habitants, car même si l'on recommande de ne pas consommer les sauterelles tuées par les insecticides, il est difficile d'empêcher les gens de le faire. Les sauterelles pourraient contribuer à la sécurité alimentaire de Madagascar selon les études. Ces insectes sont classés insectes comestibles. Il a été démontré que la teneur en protéines des sauterelles peut atteindre jusqu'à 77%. Pour tirer pleinement parti de cette ressource, il est nécessaire de renforcer les infrastructures et le suivi nécessaire à leur exploitation. Comment développer une stratégie pour réduire les risques environnementaux et réintroduire l'utilisation des sauterelles dans l'alimentation? Actuellement, plusieurs milliers de dollars sont dépensés chaque année pour combattre les invasions de sauterelles. Nous connaissons déjà les lieux d'éclosion des sauterelles, ainsi que leurs zones de rassemblement en essaim. Il serait judicieux de mettre en place un système de suivi et de capture précoce avant qu'elles ne prennent leur envol. Les sauterelles se regroupent après l'éclosion et volent en essaim une fois qu'elles sont nombreuses. Il pourrait être possible d'exploiter cette phase de rassemblement, connue sous le nom de phase de grégarisation, en effectuant un repérage et en les capturant avant qu'elles ne s'envolent. Phase de grégarisation, repérage. Une invasion acridienne a été signalée hier à Mbuimasu, Fianarantsoa, venant de l'ouest vers le sud de l'île. Jusqu'à présent, ce sont les habitants locaux qui les ont dispersés en brûlant de l'herbe. Une stratégie à long terme mise en place par le ministère compétent pour contrôler les invasions de sauterelles est attendue. Ces insectes peuvent être bénéfiques sur le plan alimentaire s'ils sont gérés de manière proactive. Accolade cordiale entre Volodymyr Zelensky et Donald Tusk. À Varsovie, le président ukrainien signe un accord de sécurité avec le Premier ministre polonais avant de s'envoler pour Washington. Un moyen pour Kiev d'envoyer un message aux dirigeants occidentaux qu'il rejoindra dans la capitale américaine pour le sommet de l'OTAN. J'attends des mesures concrètes. Nous discutons à l'avance du nombre de systèmes de défense aérienne que les partenaires de l'OTAN peuvent nous fournir. Car l'Ukraine manque cruellement d'armement pour faire face aux frappes aériennes de l'armée russe. Volodymyr Zelensky demande depuis des mois une aide plus fournie au moment où son armée recule sur certains fronts. Il tentera également de faire avancer la candidature de son pays à l'OTAN. Ce 75e sommet se tient dans un contexte d'incertitude politique.
Des dirigeants comme Olaf Scholz ou Emmanuel Macron sont affaiblis par des déconvenues électorales. Aux États-Unis, membre le plus important de l'organisation, l'état de santé de Joe Biden fait également polémique. Mais la Maison-Blanche l'assure, les partenaires de Washington ne sont pas inquiets quant aux capacités du président américain. Vous sous-entendez qu'il aurait besoin d'être assuré sur le rôle moteur des États-Unis et l'engagement du président Biden, et je ne pense pas que ce soit le cas. Nous ne décelons aucun signe en ce sens, c'est même le contraire. Un éventuel retour de Donald Trump aurait des conséquences négatives pour l'OTAN, cible régulière du milliardaire républicain qui pourrait réduire les financements américains à l'Alliance s'il était réélu.